a proféré des menaces à l'endroit de Yaya Jammeh, ce qui ne devait pas se faire. Il juge cela inacceptable et estime qu'il faut privilégier le dialogue pour réconcilier le peuple gambien. Nous y reviendrons tout à l'heure avec la réaction de Maître Elas Diouf. Comme je vous le disais en titre, Manko Wattu Sénégal annonce une plainte contre Franck Timis. L'opposition attaque le patron de Timis Corporation devant les instances new-yorkaises. Leur avocat engage ainsi une bataille judiciaire contre l'homme d'affaires après la plainte qu'il avait déposée visant 11 personnalités de l'opposition et de la société civile. Au niveau national, des actions sont prévues. Les avocats confient qu'ils comptent donner des éléments complémentaires à la plainte déposée à l'OFNAC. Les précisions d'Elhadj Moussa Bey. L'affaire Petrotim refait surface. L'opposition organise pour cette fois-ci la contre-offensive après la plainte de l'homme d'affaires Franck Timis qui vise certains de ses leaders et de la société civile. Pour ce faire, elle met en place un collectif d'avocats pour assurer la défense. Nous attendons de pied ferme. Et ce sera pour nous les avocats qui porteront la parole de la société civile et des personnalités de l'opposition qu'il a attaqué, d'apporter des éléments de preuve sur toutes les allégations qui ont été tenues. La formation défensive confie nourrir davantage la plainte de la société civile déposée auprès de l'OFNAC et compte s'y appuyer pour plus d'éléments de preuve contre le patron de Timis Corporation. L'OFNAC, après son enquête, livrera effectivement ses travaux et nous l'espérons au procureur de la République. Et le procureur de la République, on l'espère, donnera suite. Alors, on croisera encore nos armes devant la justice sur ce dossier. La bataille ne va pas se limiter sur le plan national. Le collectif entend saisir les juridictions new-yorkaises en mettant en exergue une loi anticorruption. La compétence des instances financières et judiciaires de l'État de New York est fondée sur une loi américaine de 1977 qui s'appelle la Foreign Corrupt Practices Act, qui est une loi anticorruption américaine de 1977, mais qui a vocation à s'appliquer sur l'ensemble des États du monde entier. Les conseils, Maître Clédor Ly, Maître Seydou Diagne et Maître Hassan Diomandjaï composent le pool d'avocats commis pour ce dossier. Pour renforcer la défense, d'autres conseils sont également attendus dans le collectif. En bref, les libéraux de la commune de Djiddah Thiaroye Kao ne parlent plus le même langage. Les rivalités entre responsables locaux les empêchent de trouver un consensus pour diriger la coordination communale. La tendance du maire, Cheikh Dieng, et celle de Sidi Fall sont à couteau tiré pour assurer la coordination. Chacune des deux tendances veut être à la tête de cette coordination. Les libéraux de cette localité l'ont fait savoir lors d'une visite de Oumar Sarr à Pikine, coordonnateur du PDS. Les images sont signées Ibrahima Togola. Je vous l'annonçais en titre, profanation du cimetière de Pikine. L'auteur de ces actes mis aux arrêts par des éléments de la police. L'homme s'appelle Djibril Sey, âgé de 36 ans. Il a reconnu avoir profané au moins une dizaine de tombes depuis le début de l'année. Il est actuellement placé en garde à vue au commissariat urbain de Pikine. Le mis en cause sera déféré ce vendredi, nous dit Abdoulaye Onyanga. On en sait un peu plus sur l'homme qui était à l'origine de la série de profanations du cimetière musulman de Pikine. Il s'agit de Djibril Seydi, âgé de 36 ans. Il a été pris en plein flagrant délit de profanation au sein de ce lieu de culte, encore une fois dans la nuit de mardi à mercredi. Il a été ainsi appréhendé par la police puis gardé à vue. Le lendemain, au cours de son audition, l'homme en question a reconnu avoir profané au moins une dizaine de tombes dans le cimetière musulman de Pikine selon une source policière proche du dossier. Toutefois, Djibril Seydi n'a pas dit les véritables raisons qui lui ont poussé à commettre de tels actes. Il est actuellement gardé à vue au commissariat de Pikine.
Il sera déféré au parquet dans les prochaines heures, nous apprend toujours une source policière. Il faut dire que cette appréhension a pu avoir lieu grâce au renforcement des mesures de sécurité dans le cimetière. A signalé également que depuis l'année dernière, le cimetière musulman de Pikine fait l'objet d'une série de profanations. À chaque fois qu'un suspect a été interpellé par la police, ce dernier a été relaxé faute de preuves. Mais cette fois-ci, l'espoir de voir le véritable coupable croupir en prison est imminent. Et nous changeons de registre. Le train express régional sera livré le 14 janvier 2019. Le président de la République donne rendez-vous aux entreprises partenaires à cette date pour l'inauguration. Le chef de l'État soutient que le TER est une innovation en Afrique de l'Ouest. Il a procédé ce mercredi au lancement des travaux de cette ligne et en a profité pour visualiser un film sur le tracé du TER et les gares devant être desservies. C'était en présence d'Ibrahim Fall. Ce film va donner corps au projet du train express régional. Le président de la République estime que le transport constitue un moyen efficace pour le développement de tout pays. Il s'agit de réaliser un chemin de fer à traction électrique, moderne, rapide et à écartement standard. Le premier en Afrique de l'Ouest. J'allais dire en Afrique subsaharienne, le chef de l'État a reçu des assurances des partenaires qui mesurent l'importance d'un tel projet. La Bible est donc fière. Elle contribue au financement à hauteur de 300 millions d'euros, soit 197 milliards de francs CFA déjà acquis. La Banque africaine de développement, votre banque, a fait le choix de vous accompagner dans la réalisation de ce projet pour le bénéfice de la population sénégalaise. Alors, je peux vous confirmer que le gouvernement français, moi-même, nos équipes, continueront à accompagner ce projet pour qu'il devienne très bientôt, dans 2 ans, une réalité quotidienne. Pour le président de la République, ce projet est venu à point nommé. Avec la ligne ferroviaire Dakar-Saint-Louis, inaugurée en 1885, ce chemin de fer à écartement métrique, sans doute moderne à son époque, a fait son temps. Aujourd'hui, 131 ans après, nous sommes ici à Diamniadio, animés par une volonté inébranlable de changer de paradigme. Le train express régional, un investissement pour alléger la souffrance des Sénégalais. Ces derniers hantés par la lancinante question des embouteillages qui constitue un facteur bloquant pour le trafic urbain. Ce projet pourra apporter une solution durable face à ce problème qui perdure dans ce pays. Ibrahim Fall, tolérance zéro, c'est l'option du président de la République pour les accidents de la circulation. Macky Sall martèle qu'il n'est plus question d'investir des milliards dans des infrastructures routières alors que le nombre d'accidents ne cesse de croître. Il annonce des sanctions fermes contre les auteurs de ces accidents. Voici le président Macky Sall au micro de notre reporter. La réduction des embouteillages et les accidents routiers que je déplore, et je m'arrête là pour m'incliner devant la mémoire des victimes de la route et pour dire au gouvernement de prendre toutes les mesures qu'impose la gravité de la situation sur le contrôle technique des véhicules avec une tolérance zéro.
Intéressons-nous à présent à la cérémonie de remise de diplôme des étudiants de la 44e promotion du CESTI. L'éminent économiste Amadi Ali-Dien, décédé en 2015, est le parrain de l'événement. 25 récipiendaires viennent de boucler 2 à 3 ans d'études en journalisme. Les anciens n'ont pas manqué de les exhorter à respecter les fondamentaux du métier. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Culture et de la Communication, Mbagnick Ndiaye. Mansour Sow était de la partie. C'est le couronnement de 3 voire 2 ans pour certains de dur labeur. Après avoir réussi avec brio le concours d'entrée dans cette prestigieuse école de journalisme, le CESTI, l'heure de la consécration vient donc de sonner pour ces 25 récipiendaires. Aujourd'hui, on sait que le marché de l'emploi, surtout pour les journalistes, les gens disent que c'est saturé, mais moi je pense que ce soit saturé ou pas, on ne doit pas avoir peur parce qu'on a été formé à bonne école, on a des compétences et la seule chose qu'on demande aujourd'hui aux chefs d'entreprise de presse, c'est de nous donner l'opportunité de leur prouver ce qu'on a eu à apprendre durant ces années au CESTI. À vous de concilier les rudiments appris au CESTI et la pratique effective d'un journalisme qui reconnaît et applique les principes permettant d'offrir une information fiable et équilibrée. Cette cérémonie de remise de diplôme revêt un cachet particulier en ce sens qu'elle constitue un moment fort de retrouvailles, mais aussi et surtout d'hommage aux illustres disparus dont le parrain, l'enseignant, le serviteur, le patriote et l'économiste Amadi Ali-Dien. Le doyen Amadi Ali-Dien était un des nôtres. Beaucoup de diplômés du CESTI, comme moi, ont eu la chance et le bonheur de l'avoir comme professeur d'économie. Nous gardons de lui le souvenir ému d'un homme brillant, généreux, au discours fleuri, avec le sel des mots qu'on lui connaissait et à l'humour parfois caustique. Puisse son exemple vous inspirer au moment où la vie professionnelle s'ouvre à vous, car la rigueur de l'intellectuel vous permettra d'éviter opportunément les impostures et les vanités stériles. Puis 1965, date de sa création, le Centre d'études des sciences et techniques de l'information a formé plusieurs générations de journalistes. Des professionnels, des médias de différentes nationalités qui représentent aujourd'hui dignement cette école qui a fini d'être partout citée en exemple. Mansour Sow, nous restons avec vous. Bientôt une radio à l'université de Dakar. Révélation du recteur et président de l'assemblée de l'université. UCAD-FM, la voix de Cheikh Anta Diop, c'est le nom de cette nouvelle station. Le professeur Ibrahim Tchoub affirme que cette radio sera un lien ombilical entre les différents acteurs évoluant dans l'espace universitaire. Il s'exprime au micro de notre reporter. Nous avons estimé qu'une radio-télévision était un outil indispensable dans une ville moyenne du Sénégal parce que nous faisons aujourd'hui 90 000 étudiants et 90 000 âmes, c'est une ville moyenne du Sénégal. Nous avons travaillé à cela pendant ces 2 années et aujourd'hui nous sommes en train de construire au niveau du CESTI, le local qui va accueillir la radio. Première étape dans cet outillage de l'université pour moyens de communication efficaces. Nous espérons pouvoir faire la cérémonie de lancement dans les semaines à venir et au plus tard le 18 février, date anniversaire de notre université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nous allons donc démarrer les émissions de UCAD-FM, la voix de Cheikh Anta Diop. L'Association nationale des professionnels de la presse en ligne du Sénégal invite les acteurs du secteur à publier des informations justes et vraies. Ses membres disent être en phase avec la loi sur la protection des données personnelles. Très mal vue par l'opinion, l'organisation compte mener le combat afin que la presse en ligne soit mieux respectée. Cette association regroupe en son sein plus d'une trentaine de sites d'information générale ou spécialisés. Ndeye Fatim Lo nous en dit plus.
Réunir l'ensemble des acteurs de la presse en ligne en vue de professionnaliser ce secteur pour en faire un véritable outil de développement, tel est l'objectif de l'ANPEL, Association nationale des professionnels de la presse en ligne du Sénégal. L'association veut promouvoir ses membres à l'éthique et à la déontologie dans l'exercice de leur travail tout en respectant la protection des données personnelles. L'ANPEL, de sa création, avait contacté CDP, la commission de la protection des données personnelles, pour savoir quelles sont les images que nous devons utiliser pour illustrer nos articles. Respectons la loi. Aujourd'hui, je pense que, avant même le président, nous étions les premiers à condamner certaines publications faites sur Internet. Les presses en ligne prolifèrent de plus en plus, ainsi la plupart d'entre elles ne sont pas respectées. L'ANPEL veut défendre l'intérêt de ses membres pour gagner le respect de l'opinion. Ce qu'il faut faire, c'est de prendre nos responsabilités, nous les acteurs qui sont dans le milieu, informer juste et vrai, ne pas accepter d'être des fois, comme on dit, des marionnettes des hommes politiques, ne pas aussi permettre aujourd'hui à nos sites d'être des tribunes où les hommes politiques vont se montrer vraiment de façon, voilà quoi, se donner en spectacle. Moi, je pense que pour mériter aujourd'hui le respect aujourd'hui de l'opinion, il y a un combat à mener. Il faut respecter les règles de droit, qui régissent l'éthique et la déontologie. En mars 2017, l'ANPEL va organiser la semaine de la presse en ligne sous le thème « Presse en ligne face à ses responsabilités », une manière de mettre fin au manque de respect dont ils sont victimes, mais aussi de batailler pour une presse en ligne crédible. Parlons de la Semaine nationale de la petite enfance. Le Centre de développement intégré de la petite enfance a tenu à sensibiliser les parents et partenaires sur l'importance et l'utilité des jeux et jouets traditionnels sur le développement des enfants de 0 à 5 ans. Les responsables et les autorités soutiennent la mise en œuvre de ce programme. Pour plus de détails, suivons respectivement les propos de Maguette Sey, directrice du centre, et Lilbas Diagne, inspecteur de l'éducation au niveau de la structure des Almadies, au micro de Adjaranjay. La promotion des jeux et jouets traditionnels dans la généralisation de prise en charge de la petite enfance. Donc aujourd'hui, vous avez vu les stands qu'on a présentés. On a présenté différents jeux traditionnels comme le lambigolo, les wourets et d'autres jeux que vous avez découverts dans les stands. On a tendance à copier des choses et laisser en rade notre tradition. Et le mieux serait d'associer les deux, donc les jeux traditionnels et les jeux modernes. Donc nous ne sommes pas contre les jeux modernes, mais nous faisons quand même la promotion des jeux traditionnels qui sont des jeux très intéressants, qui participent à l'éveil vraiment et à l'épanouissement de l'enfant. Le jeu joue un rôle crucial, à la fois dans le développement psychomoteur, mental et social chez l'enfant. La communauté a compris et j'espère qu'une fois de retour chez eux, ils vont aider les enfants à jouer en les sécurisant, mais également en choisissant en tout cas des jeux adaptés par rapport à leur âge. Ça également c'est extrêmement important. Allons à Ndiaganiao, c'est dans le département de Mbour. Le manque d'éclairage constitue un véritable casse-tête pour les habitants de cette commune. Le maire de la localité vient de signer un partenariat avec une entreprise qui s'active dans le domaine de l'énergie solaire pour les soulager. Par ailleurs, la commune de Saint-Herblain en France, qui accompagne Ndiaganiao dans la recherche de solutions aux problèmes de la localité, s'engage à payer la moitié du coût des kits scolaires. Sur place, nous rejoignons Mamadou Diop. Ndiaganiao est l'une des communes du département de Mbour où l'électricité est la denrée la plus recherchée par les populations. Dans cette commune de plus de 30 villages, seul Ndiaganiao Centre est électrifié, ce qui, selon son maire, freine l'élan de développement de la zone. Et pour trouver solution à ce problème, la commune de Ndiaganiao vient de signer un contrat avec la société Nadbi qui s'active dans le solaire. Partenariat avec Nadbi, c'est que nous avons une politique aussi en tout cas d'équiper nos foyers en énergie solaire. Alors le kit nous revient normalement à 65 000, mais quand on achète en série, en groupe, il y a vraiment une forte réduction qui s'est faite. 150 kits solaires, c'est le lot mis à la disposition des habitants de Ndiaganiao. Oui, ces kits solaires permettront à la population de combattre l'insécurité, la scolarité des enfants, et au moins avoir l'électricité dans leur maison. Venus récupérer leur dotation, les bénéficiaires pensent que leurs conditions de vie vont considérablement améliorer. La commune de Saint-Herblain en France
sensible aux conditions de vie des populations, s'engage à accompagner Ndiaga Niaw dans la recherche de solutions aux maux qui gangrènent la vie de ses administrés, en majorité cultivateurs et éleveurs. Nous en venons à la page sport. La Fédération sénégalaise de handball décrit l'attitude de la Confédération africaine. Son président est revenu sur la disqualification de Dungu Kamara lors de la compétition en Angola. Il révèle que l'instance compte saisir la Fédération internationale avant le tribunal arbitral du sport. Seydou Diouf estime que tous les droits de l'équipe ont été piétinés. Selon lui, la Confédération africaine de handball a fui ses responsabilités. Il a fait face à la presse ce jeudi. Le point avec Ibrahim Fall. Dungu Kamara, cette joueuse a fait l'objet d'un litige disqualifiant l'équipe de handball du Sénégal qui devait jouer la finale de la Coupe d'Afrique contre l'Angola. La Fédération sénégalaise de handball crie au scandale et indexe la Confédération africaine de handball. Les gens de la Confédération savaient, et nous le savions, que Dungu Kamara avait pris part au championnat du monde junior en décembre avec la France. Mais lorsqu'on a voulu la sortie de la compétition et que nous avons fait un recours auprès du comité exécutif, le comité exécutif a décidé, au regard de tous les éléments à sa possession, au regard des statuts de la Confédération, que Dungu Kamara pouvait bel et bien jouer pour le Sénégal dans cette compétition, qu'elle était donc qualifiée. La fédération ne compte pas lâcher prise. Elle va saisir acquis de droit, martèle le président de cette instance. Le jury d'appel se réunit le mardi matin et confirme, toute la journée d'ailleurs, et confirme la décision de la première instance et demande immédiatement la publication du PV qui programmait la finale Sénégal-Angola. Nous avons reçu ce PV à 18h48. PV qui a été donné par la direction de la compétition suite à la réunion du jury d'appel. Ça veut dire donc que le jury d'appel a donné une décision. Le Sénégal, disqualifié par la Confédération africaine de handball qui avait autorisé la joueuse de participer au tournoi de Angola, au tournoi bien avant la CAN. Cette instance n'a pas assumé ses responsabilités. Selon le président Seydou Diouf, ce dernier soutient qu'il y a anguille sous roche. Comment la Fédération internationale, qui dans un litige, au-delà de la Confédération, peut être une instance de recours, peut déjà signaler une position dans un litige, il aurait pu appeler à statuer. Nous changeons de discipline et c'est pour reparler des droits de retransmission des événements sportifs de la CAN 2017. Tous les pays africains feront la fête. En effet, l'Union africaine de radiodiffusion est parvenue à trouver un accord avec le groupe français Lagardère afin de réduire le coût des droits de retransmission à 16% pour permettre à tous les pays d'Afrique de vivre au rythme des 8 compétitions organisées par la CAF. Adiara Bonardi a assisté à la rencontre. 15 000 €, soit 9 750 000, c'est la somme qu'il faudra débourser pour les droits de retransmission des chaînes africaines en vue des compétitions continentales sur une durée de 2 ans. Une innovation majeure pour l'Union africaine de radiodiffusion en partenariat avec le groupe français Lagardère. Beaucoup de choses à revoir pour les populations africaines parce que en réalité le football chez nous c'est le sport le plus populaire. Et tout ce qui est fait doit contribuer à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Une réduction des droits de retransmission des événements sportifs qui verra 8 compétitions. Pour l'horizon 2018, tous les pays africains vont vibrer au rythme de la CAN. Ils auront le droit de suivre, comme tous les férus du ballon rond, cet événement majeur. Un plaidoyer du président Macky Sall. 8 compétitions. C'est les 8 compétitions qu'on met à la disposition de ces pays. Ça veut dire que les pays vont payer environ 1,800 € pour une compétition. Vous savez qu'une seule pub sur une chaîne de télévision, n'est-ce pas, dépasse 1800 €. Donc on donne presque la Coupe d'Afrique des Nations et ses compétitions à ces pays. Nous avons tenu à ce que tout le monde puisse être de la fête. C'est d'ailleurs une des prescriptions qui nous avait été faites par le président Macky Sall.
Des négociations qui ont duré 6 mois mais qui aujourd'hui selon l'UAR permettra aux chaînes africaines d'adhérer à 97%. Ainsi, une sélection est prévue pour les pays qui ont subi des crises afin de mieux alléger leur contribution. Je vous le disais en début d'édition, Maître El Hadji Diouf juge la sortie du ministre des Affaires étrangères sur la situation en Gambie de malencontreuse. Selon l'avocat, le ministre Mankeur Ndiaye n'aurait pas dû proférer des menaces à l'endroit de Yaya Jammeh. Cette sortie est inacceptable à ses yeux. Il estime qu'il faut privilégier le dialogue pour réconcilier le peuple gambien avec lui-même. Il est au micro de Codé Ndiaye. Je pense que c'est une sortie malheureuse. Mankeur Ndiaye, en tant que diplomate, c'est mon ami, aurait dû être plus prudent. Parce que le Sénégal n'a pas d'ordre à donner à la Gambie. Et son ton était menaçant. On sentait des ordres sortir de sa bouche. C'est inacceptable. Mankeur, dans cette situation-là, ne s'est pas comporté en diplomate. Il a menacé, il n'avait pas à menacer. Tout ce que nous devons faire, c'est raffermir les liens entre la Gambie et le Sénégal. Que Yaya Jammeh soit plus proche de Macky Sall. Que les peuples de Gambie et du Sénégal se retrouvent. N'oubliez pas qu'Abdou Diouf avait créé avec Sadaouda Khaïla Badiawara la Confédération sénégambienne. C'est le même peuple. Le même peuple, comme on dit, un peuple, 2 États. J'ai vu tout le monde, Mankeur Ndiaye mon ami, la classe politique, les journalistes, a fait preuve de mandouté, de prudence vis-à-vis du peuple gambien, qui est un peuple majeur, un peuple souverain, un peuple indépendant, qui n'a pas besoin du Sénégal pour régler ses problèmes. Qu'on arrête l'émission dans les affaires gambiennes. Le Sénégal et le Sénégal, drapeau vert, jaune, vert, or rouge, frappé de l'étoile au milieu. La Gambie a d'autres couleurs, un autre drapeau, son hymne national, ses institutions. De grâce, on peut conseiller, on peut aider, on peut soutenir le peuple gambien, trouver des solutions idoines, mais de grâce qu'on arrête de s'immiscer dans les affaires de la Gambie. L'avocat Maître El Hadji Diouf faisait face à la presse cet après-midi. Il en a profité pour répondre au Front Manko Wattu Sénégal. Selon lui, cette opposition est irresponsable. Il estime que l'opposition n'a pas le droit d'impliquer l'OFNAC pour qu'elle gère cette histoire parce que cette organisation est justement n'est pas habilitée à le faire. Vous pourrez suivre ces propos dans nos prochaines éditions. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur DTV avec BBC Info. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Ils font le buzz, fans sur Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook. Un nouveau rendez-vous qui sans doute fera le buzz. Ils font le buzz, kan muy les célébrités, les people ak les stars du petit écran ou des réseaux sociaux. Émission bu bees tak nag bi ngeen doon xaar mbokk yi ñëw na muy émission qui fait le buzz. Tous les vendredis sur la DTV, à ne surtout pas rater.